je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie cette semaine en compagnie de Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre-Antoine Plaquevent, vous êtes analyste politique et consultant, également animateur pour le site Stratégica et rédacteur de la lettre privée Polémos. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs ouvrages, Georges Soros et la société ouverte, Globalisme et dépopulation et le dernier, Société ouverte vs Eurasie, qui va faire d'ailleurs l'objet de cet entretien. Et vous avez d'ailleurs un ouvrage en préparation actuellement. J'espère qu'on sera au courant de sa sortie et vous reviendrez évidemment sur notre plateau pour nous en parler. Avant de commencer cet entretien, je vous rappelle qu'il est essentiel pour un meilleur référencement de TV Liberté sur YouTube, de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser vos commentaires un maximum et de partager cet entretien. Commençons avec vous donc, Pierre-Antoine Plaquevent. Le 30 mai dernier, à Berlin, le président Macron est allé encore un petit peu plus haut dans l'escalade verbale dans cette guerre contre la Russie. Le président a affirmé que l'Ukraine devait pouvoir neutraliser les sites militaires en territoire russe, d'où sont tirés des missiles. À sa suite, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait une déclaration allant dans le même sens. En réponse, le président Poutine a fait remarquer que ce n'étaient pas des Ukrainiens qui se préparaient à tirer des missiles sur le territoire russe, mais bien des représentants de l'OTAN. En effet, le recours à des tirs de longue portée nécessite un savoir-faire, une technologie que seuls maîtrisent les membres de l'OTAN. Et donc, dans une telle éventualité, le président Poutine a menacé le territoire, les pays d'Europe occidentale d'une guerre totale avec de possibles tirs de missiles. Qu'est-ce que vous évoque cette escalade verbale ? Alors cette escalade, il y a deux hypothèses, si vous voulez. L'hypothèse optimiste, ce serait qu'on assiste à une forme de surenchère, déjà dans la perspective tout simplement des élections européennes, dans l'idée aussi de faire monter les enchères pour ensuite négocier une future paix ou un futur arrangement avec la Russie qui sera inévitable, d'autant plus si le paysage électoral américain change prochainement. Donc ça, ce serait l'hypothèse optimiste. L'hypothèse pessimiste, ce serait effectivement une escalade qui vise finalement à pousser en quelque sorte l'autre à la faute. Voilà, c'est ce qu'on fait à différentes reprises au cours du siècle précédent, les élites globalistes qui se sont emparées de l'Europe. Donc c'est ce qu'ont fait les Occidentaux en poussant Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on va jusqu'au point de limite, de rupture, ouais. Au point de rupture, mais on n'atteint pas le point de rupture. Et finalement, on menace tellement les intérêts stratégiques de l'adversaire qu'on le pousse à agir. Et ensuite, on peut le présenter comme l'agresseur. Donc, cette sortie d'Emmanuel Macron sur la nécessité pour l'Ukraine de neutraliser les sites militaires en territoire russe, est-ce que c'est une déclaration de guerre en bonne et due forme, comme a l'air de le penser le président Poutine? Oui, ça y ressemble. Après, il faut bien voir qu'en fait, il y a une escalade dans la mesure où pour l'instant, la Russie a déjà été frappée sur son sol. Après, elle est principalement, par exemple, en Crimée, qui est donc finalement, au niveau du droit international, contestée.
Donc la Russie considère la Crimée russe et les Occidentaux considèrent la Crimée ukrainienne. Donc pour l'instant, on a beaucoup de frappes dans ces territoires qui sont contestés. On a aussi des frappes sur le territoire russe historique. Mais là, on aurait effectivement des frappes menées avec notamment des instructeurs occidentaux et autres. Mais même là, ça fait depuis... je me rappelle même au début de la guerre sur votre plateau, j'avais parlé des entraînements à grande échelle de l'OTAN, de l'armée ukrainienne qui est entraînée depuis des années par les Britanniques et des instructeurs américains. Donc les Occidentaux sont déjà... sont déjà impliqués depuis longtemps dans le régime ukrainien. Il y a aussi le projet de réaménagement de la base de l'OTAN, la plus grande base de l'OTAN en Roumanie, afin qu'elle devienne la plus grande base d'Europe, plus grande encore que celle de Ramstein en Allemagne. Donc finalement, les manœuvres, on pourrait dire, d'encerclement de la Russie et de son étranger proche sont constantes de la part de l'OTAN. Là, effectivement, on a une velléité, en tout cas de la part de Macron, de se présenter comme un petit peu une avant-garde un peu de cette... Oui, la tête de pont. La tête de pont, voilà, oui. Alors, historiquement, l'Europe, ce qui est tragique, c'est qu'effectivement, l'Europe a toujours servi d'éperon face aux puissances qui contestaient l'hégémonie anglo-américaine. Et on pourrait dire, elle a toujours été poussée, en quelque sorte, à la guerre par les atlantistes au XXe siècle face à l'Allemagne et puis à notre époque face à la Russie. Donc on est dans la continuité d'une géopolitique sur le temps long, en fait. Sur la possibilité, en tout cas l'envie du président Macron de lancer des missiles en territoire russe pour neutraliser des bases russes, est-ce qu'on a une idée d'un agenda? Est-ce qu'on sait que tel jour, il y a des missiles de longue portée qui vont aller taper en territoire russe? Je pense que s'il y a un tel agenda, peu de gens sont au courant. Donc ça paraît fou. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des discussions permanentes, même publiques ou semi-publiques, même en Russie, sur l'utilisation ensuite de l'arme nucléaire, même à des fins même préventives. Certains stratégistes préconisaient le fait d'employer l'arme nucléaire dans des parties presque vides de l'Europe, pour montrer aux Occidentaux que la Russie est prête à l'employer, à ne pas se laisser faire. Donc pour l'instant, ce qui empêche effectivement la montée aux extrêmes, c'est ce qui a empêché la montée aux extrêmes durant la guerre froide, c'est la doctrine de la destruction mutuelle assurée par l'emploi de l'arme nucléaire. L'université de Princeton avait modélisé et simulé un conflit nucléaire il y a quelques années en arrière. Et ils en arrivaient à la conclusion qu'un tel conflit, eux, ils avaient prévu que ça se démarrerait à Kaliningrad, un tel conflit ferait 90 millions de morts. Bon, le problème, on en avait parlé dans une de vos émissions, pour des élites qui finalement veulent réduire drastiquement la population mondiale, 90 millions de morts, finalement, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que avec l'emploi de l'arme nucléaire, ce sont tous les équilibres politiques et géopolitiques qui seraient reconfigurés et les élites elles-mêmes qui ne seraient pas à l'abri et qui ne sont pas forcément enthousiastes à l'idée de passer plusieurs mois dans des bunkers souterrains, même bien aménagés. Donc pour l'instant, c'est ce qui freine les choses. Alors c'est pour ça que, comme je vous dis, on a peut-être une sorte d'escalade verbale, de surenchère avant où chacun essaye d'amener ses positions le plus loin possible dans la perspective d'une négociation future. On se souvient que lors du lancement de cette guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine, le président Poutine s'était adressé à ses concitoyens, je crois à 4 heures du matin, et quelques secondes après la fin de son discours, les bombes s'étaient abattues en Ukraine. C'était l'histoire de quelques secondes, quoi. Oui. Oui, la réponse sera... en fait, la réponse sera obligatoire de la part de la Russie. Est-ce que vous y croyez au scénario du pire ? Le scénario du pire, comme je vous dis, de par le fait de l'emploi de l'arme nucléaire, j'ai du mal à y croire. C'est sur l'aspect, on va dire, du réalisme politique. Mais quant à l'envoi de missiles sur, par exemple, des installations militaires françaises,
De la part de Mais pas de missiles nucléaires, de la part arrivant de Russie. Ah oui. Oui, c'est possible. Si ça serait un échange, mais là, forcément, on serait dans un scénario d'escalade. Enfin, si commençait à y avoir de tels échanges, ça serait. La France n'est pas immédiatement menacée par la Russie, donc enfin, rassurons tout le monde. Oui, donc voilà. Donc la stratégie qu'emploient les Occidentaux, mais en fait, enfin les mondialistes, les atlantistes, c'est d'employer l'Europe orientale, de transformer l'Europe orientale en un glacier et dans une forme de nouveau rideau de fer de la Baltique à la mer Noire et même, on en parlera plus tard, jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à la mer Rouge. Donc on est dans la stratégie classique qui était préconisée par tous les stratèges anglo-américains depuis un siècle. Le 5 juin, dans un discours à l'occasion des commémorations du débarquement, le président Macron a déclaré que la jeunesse française serait prête à se sacrifier pour défendre la terre de France et les valeurs de la République. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on enregistre cet entretien le 6 juin, donc quelques heures avant une intervention télévisée du président Macron. Qu'est-ce que vous évoque cette sortie ? Oui, alors c'est clair qu'il y a une volonté de préparation des esprits. On voit aussi que de plus en plus une forme de publicité est faite autour de l'armée, de la réserve volontaire, de ce genre de choses. Donc on a l'impression qu'on prépare, en tout cas, on prépare les esprits à une confrontation. Après, une mobilisation de la jeunesse, en plus de l'armée de métier. Oui, comparer les jeunes Français aux maquisards de l'époque. Oui, voilà, mais les maquisards combattaient un ennemi qui était sur leur sol. Là, ça serait envoyer des gens. C'est comme ce sondage qui était paru, là aussi, sondage de préparation des esprits, où on nous explique, je crois que 60% des Français, des jeunes Français, seraient prêts à s'engager si un conflit avait lieu. Mais de quoi parle-t-on ? Si un conflit a lieu sur le territoire national, oui, ça, je ne doute pas que les Français, en fait, contrairement à ce qu'on nous a appris pendant des décennies, que les Français ont toujours un esprit patriotique, ça, j'en doute pas. De là, par contre, aller combattre en Ukraine, dans un pays qui n'est pas... que les Ukrainiens, eux, combattent les Russes, c'est logique, c'est sur leur sol que ça se passe. Que les Français se sentent impliqués de cette manière, ça paraît absurde. D'autant plus les Français contemporains, on les imagine, à mon avis, quand bien même certains auraient des velléités de ce type-là, je pense que la réalité de la guerre les rappellerait assez vite à leurs conditions d'hommes postmodernes. Donc je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à encaisser le coup. En revanche, ça n'est pas le cas pour, on va dire, la jeunesse, justement, d'Europe orientale. La jeunesse polonaise, la jeunesse ukrainienne, la jeunesse roumaine. Ces gens-là ont encore une anthropologie un peu plus... guerrière. Oui, un peu plus classique, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'il a été plus facile d'instrumentaliser la jeunesse de l'ouest de l'Ukraine avec un néo-nationalisme bien calibré, bien fabriqué, avec un bon branding, comme on dit, avec toute une symbolique et autres, pour justement les mobiliser et à combattre. Donc le problème, effectivement, c'est jusqu'à quand... Le problème, c'est que nos élites ne pensent plus en termes nationaux. Elles pensent en termes, on nous dit qu'en termes européens, mais c'est même pas en termes européens, c'est en termes cosmopolitiques. De bloc, oui. Donc en fait, pour eux, l'Europe n'est qu'une région monde d'un futur système monde qui a vocation à s'intégrer progressivement. Les cosmopolites tiennent l'Occident, voilà ce que les Russes appellent maintenant l'Occident politique. Vous parlez de guerre civile mondiale. Oui, alors ça j'y reviendrai, mais comment dire, comme eux tiennent déjà cet ensemble, en quelque sorte, maintenant la France, ou la République française, n'est plus qu'un sous-système d'un système plus grand. Ce système plus grand, c'est l'Occident politique, c'est ce que Carl Schmitt appelait la thalassocratie, c'est-à-dire c'est un système intégré et très hiérarchisé, qui est composé, dominé par les Anglo-Américains. Je rappelle que les Anglais sont
sortis de l'UE très intelligemment avant le début de cette guerre, donc c'est peut-être pas pour rien, et que historiquement, à chaque guerre mondiale, eh bien, les Américains laissent les Européens continentaux s'entretuer, commencer, et puis ils interviennent comme des sauveurs, mais les États-Unis étaient arrivés en 17 pendant la Première Guerre mondiale, en fait, et comme 40, des occupants, ils arrivent pour réinstaller un nouvel ordre politique. Concrètement, Opération Overlord, opération suzerain. Voilà, exactement. On célèbre le 6 juin. Je rappelle que De Gaulle lui-même ne voulait pas y participer parce qu'il disait que c'est une opération américaine. Et puis finalement, si le débarquement a pu avoir lieu, c'est grâce aux soviétiques qui occupaient les troupes allemandes. Et du coup, il y a pu avoir ce débarquement. Et donc, ce débarquement n'était malheureusement pas, comme on nous a expliqué, une opération de libération, mais bien une opération d'occupation. C'est comme, si vous voulez, l'OTAN qui est présenté comme un rempart contre la Russie, c'est d'abord un outil d'occupation de l'Europe. Oui, c'est ce qui se passe en Italie. On sait qu'il y a plusieurs bases militaires américaines. Oui, bien sûr. Oui, alors ça, l'Italie, c'est une grande question là-dessus, mais. Et Pierre-Antoine Plaquevent, qui profite de cette escalade verbale entre le président Poutine et le président Macron ? Je pense que ce sont d'abord les atlantistes, les mondialistes qui, en fait, leur but dans cette guerre, ce n'est pas une guerre d'abord contre la Russie, c'est une guerre d'abord contre l'Europe. C'est-à-dire, c'est la guerre que mènent les Anglo-Américains contre leur rival géoéconomique principal, qui est l'Union européenne. Rival potentiel. Si ce rival se dotait de velléités de souveraineté géoéconomique, eh bien, l'Anglo-Amérique, si on veut, deviendrait périphérique à l'échelle du système monde. Alors, c'est l'objet de ma question suivante. Avec cette guerre en Ukraine, justement, comment expliquez-vous cette volonté occidentale de frapper l'Est de l'Europe ? Comme je vous ai dit, parmi les fondamentaux, si vous voulez, de la géopolitique globaliste, il y a cette idée de créer une muraille, un couloir d'États tampons entre l'Allemagne et la Russie. Et entre le couple, si on veut, entre l'Europe romano-germanique, comme l'appellent les eurasistes russes, et la Russie. Depuis toujours, les stratèges anglo-américains ont toujours eu une crainte, c'est que les principales puissances politiques et économiques eurasiatiques se joignent leurs efforts et on veut dire leur système économique. Et de fait, quand bien même sans velléité politique, cela créerait un géant géoéconomique qui rendrait périphériques les puissances anglo-américaines et qui renverrait l'Amérique à sa juste proportion au niveau géographique mondial. Et ça, c'est Alfred Mackinder, le père de la géopolitique britannique, qui l'expliquait. Lui, il voyait vraiment les choses à l'échelle globale. Et en fait, il disait il faut bien voir que l'Eurasie plus l'Afrique, cela constitue une île mondiale. Voilà, c'est le plus grand ensemble de terres émergées, avec les plus grandes ressources disponibles, la plus longue continuité historique, puisque les principales civilisations sont apparues en Eurasie, les principales religions aussi. Et en fait, finalement, l'Amérique, déjà la Grande-Bretagne, puis ensuite son héritier, les États-Unis, elles sont des puissances océaniques qui en fait tiennent ce que McKenna appelait l'océan global. Donc vous avez cette île mondiale qui est une sorte qui tient le milieu du système monde, et puis vous avez ces puissances qui en fait, bien que constituant un continent, l'Amérique, sont en fait périphériques au reste des terres émergées. Et donc toute leur politique va être de tenir partout en Eurasie et en Afrique des têtes de pont, des comptoirs, des régimes qui leur sont inféodés et qui vont essayer de maintenir, de subjuguer les puissances eurasiatiques et surtout d'empêcher leur connexion et leur coopération. Voilà, donc et l'enjeu reste là. Et l'enjeu principal, donc, comme je vous le disais, en ce qui concerne l'Europe orientale, c'est effectivement de créer cette marqueterie d'États qui ne soient pas des États assez grands pour finalement devenir problématiques au niveau de l'équilibre des puissances,
mais qui soit quand même assez conséquent pour pouvoir effectivement constituer un frein entre l'Allemagne et la Russie. Voilà. Alors, vous écrivez dans vos travaux récents, Pierre-Antoine Plaquevent, que les États-Unis ont toujours gardé l'espoir d'imposer cette démocratie universelle à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est leur vœu pieux ou alors c'est au contraire l'intention cachée de vouloir contrôler les matières premières du monde ? Alors, en fait, ce qu'on appelle... C'est du maquillage, cette oui, démocratie universelle? Oui, il n'y a pas de démocratie universelle. En fait, c'est au contraire un des meilleurs stratagèmes, c'est justement de se présenter comme démocrate, d'où le titre Société ouverte, de présenter son système comme un système ouvert face à des systèmes fermés. Donc nous, on a le bon système, celui des droits de l'homme, de la liberté individuelle, de l'émancipation du genre humain. Et en fait, vous avez les sociétés fermées avec toujours l'avatar de la personnalité autoritaire, c'est-à-dire depuis le tribunal de Nuremberg, voilà, régulièrement, chaque nouvel ennemi du mondialisme devient la personnalité autoritaire du moment, l'avatar le nouvel Hitler qu'il faut abattre. Donc ça change et ça tourne, voilà. Donc et effectivement, il faut se présenter soi-même comme la démocratie universelle, sachant qu'une fois que vous avez détruit les systèmes politiques traditionnels des territoires que vous avez conquis, eh bien vous installez une façade démocratique avec ce piège qui est finalement le système électoral parlementaire. On l'a vu en Irak, tentative en Libye. Je ne dirais pas qu'on le voit en France, avec des élections où de moins en moins de monde participe, mais où finalement, qui sont toujours validées. La prochaine élection européenne, qui finalement sert à valider l'idée d'un Parlement européen, donc d'un super État européen. Voilà, donc, et en fait, on a, intrinsèquement, effectivement, les États-Unis ont cette idée de répandre leur modèle partout dans le monde, mais c'est là qu'il y a une ambiguïté, c'est que finalement, et c'est justement les géopolitologues comme Mackinder qui vont toujours ramener au réalisme stratégique les globalistes purs, en leur disant attention, si vous voulez faire un système cosmopolitique, il faut bien avoir en tête qu'il y a des réalités géopolitiques. Et donc en fait, d'ailleurs les anglo-américains n'aiment pas trop le terme de géopolitique, parce que pour eux ça renvoie à une discipline scientifique qui est d'origine allemande. Donc en fait, il y a toujours eu Mackinder se présentait comme géographe, lui disant non, moi c'est de la géographie. Donc, et ils ont toujours cet emploi honteux de la géopolitique, parce que la géopolitique ce serait finalement au départ ce sont les empires centraux, puis ce sont les puissances continentales et toujours autoritaires qui font de la géopolitique. Nous on fait finalement, on est dans la création d'un ordre qui est international, qui va profiter à tous. Donc la géopolitique les met mal à l'aise. Mais en fait, quand on se rend compte que quand on étudie Mackinder et ses successeurs, que ce soit Spykman, que ce soit Brzezinski, si on lit le livre de Brzezinski de 97, Le Grand Échiquier, c'est clair. Le Grand Échiquier, c'est l'Eurasie, c'est là que ça se joue. Et le programme est clair. Il faut que les anglo-américains tiennent l'Europe orientale, parce que c'est en coupant, notamment le grand thème de Brzezinski, c'était de dire si on arrache l'Ukraine à la Russie, elle ne peut plus devenir un empire et elle est finalement cadenassée et elle reste en Asie. Mais il n'avait pas prévu une chose à l'époque, ou en tout cas il l'entrevoyait, mais peut-être pas au niveau où c'est en train de se réaliser, c'est la montée de la Chine et surtout les velléités géopolitiques de la Chine qui ne veut plus être juste l'atelier du monde ou juste être un partenaire géoéconomique, mais qui a une vraie vision politique et c'est là que la donne change par rapport au XXe siècle. Ça va être l'objet de notre deuxième partie, oui. Pierre-Antoine Plaquevent, mais j'aimerais qui ne compte pas abandonner la Russie, c'est ça qui est... Voilà. Mais j'aimerais avant que vous nous expliquiez l'hostilité. Pourquoi le président Macron a cette hostilité anti-russe bien plus forte aujourd'hui que celle des États-Unis? On a l'impression de voir un petit peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf.
Comme je vous dis, il y a cette perspective... Que le bœuf américain, quoi. Non, alors, il y a plusieurs... Là aussi, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse peut-être d'un retrait américain prochain... Enfin, en tout cas, pas un retrait complet, c'est impossible. Les Américains ne peuvent pas se retirer de l'Europe. C'est ce qu'a montré, d'ailleurs, les deux guerres mondiales. Vous avez toujours un affrontement entre les isolationnistes et les interventionnistes. Et en fait, les isolationnistes ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur politique parce que aux États-Unis sont installés les centres de commandement de la finance globalisée qui est le cœur du système. Donc, si vous voulez, si on restait sur les seuls enjeux géopolitiques, on pourrait arriver à des solutions d'ordre rationnel. Mais si on se place au niveau de la vision cosmopolitique, qui est celle de la finance, des grands financiers qui veulent imposer leur ordre mondial, en fait, qui veulent imposer un ordre politique conforme à leurs intérêts, eh bien, les États-Unis sont constamment parasités par ça. Et donc, avant chaque guerre mondiale, il y a la montée de l'isolationnisme. Et puis finalement, les interventionnistes se débrouillent toujours, par des provocations notamment, à arriver à... C'était le cas de Pearl Harbor, le prétexte pour faire basculer l'opinion publique dans la guerre. Le Vietnam aussi, l'attaque du golfe du Tonkin. Voilà, et ils arrivent toujours, et avant ça, même avant ça, même les guerres à Cuba et autres, ils arrivent à faire ce qu'on appelle des attentats sous faux drapeau ou des provocations qui permettent d'avoir un prétexte pour attaquer l'adversaire. Ce qui est à craindre, là pour revenir aux questions du début, ce qui est à craindre avec la Russie, c'est effectivement des attentats sous faux drapeau, des provocations, peut-être pendant les Jeux Olympiques, peut-être tout est en place pour qu'effectivement on puisse aller vers quelque chose de ce type-là. Je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que vous parliez de la mobilisation des jeunes. Comme la société, si vous voulez, le mondialisme détruit la société comme un parasite, la société dans laquelle il est installé. Il installe en fait les conditions de la déconstruction de la puissance dans les sociétés dans lesquelles il s'installe, de la puissance politique. Mais en même temps, il veut continuer à faire la guerre à ses rivaux. Et donc, il a besoin, à des moments, de remobiliser la puissance géopolitique. Et aussi, c'est l'esprit révolutionnaire, le serpent qui se mord la queue. Voilà, et en fait, et aussi pour solder les contradictions internes à son système, rien de mieux qu'une guerre avec l'extérieur. Voilà. Et donc, effectivement, comme on a maintenant ce processus chacun parle maintenant de guerre civile en France, mais on pourra peut-être y revenir, c'est la guerre civile interne au système France est une version nationale de la guerre civile mondiale, si vous voulez. Dernière question peut-être avant la pause, Pierre-Antoine Plaquevent. Ce globalisme politique des États-Unis, pourquoi a-t-il toujours échoué à intégrer à son hégémonie la Russie et la Chine ? Alors, il n'a pas complètement réussi à l'intégrer. Il a failli réussir à intégrer la Russie, notamment dans les années 90, quand elle s'effondrait, les années Helsinki. Alors, dans mon premier livre sur les réseaux Soros, j'ai montré comment Soros et ses réseaux s'activaient depuis les années 80 à essayer de saper de l'intérieur le système soviétique, qui était vu par les mondialistes comme en fait un système, en fait, c'est ce que disait par exemple Soros, c'est intéressant, il disait le système communiste est un projet de société ouverte qui a échoué, mais qui est devenu une société fermée à l'échelle planétaire. Donc on voit finalement presque un mondialisme archaïque qui s'est figé, qui, par le stalinisme, finalement, s'est débarrassé du projet premier des bolcheviks, du trotskisme, du bolchevisme, qui était réellement un projet révolutionnaire internationaliste radical. Et le stalinisme, finalement, s'est débarrassé de ça, a protégé en quelque sorte la Russie et ses satellites d'une globalisation plus rapide, avec tous les défauts internes, sur lesquels, justement, la société ouverte, le libéralisme, a pu s'appuyer pour pénétrer durant les années 90. Mais elle a buté sur une chose, c'est sur les restes de l'État, et on pourrait dire des restes de l'État stable et du complexe militaro-industriel russe qui s'est dit au bout d'un moment, si on se laisse complètement détricoter, il ne va plus rien rester, puisque le projet mondialiste, c'est
comme en France, comme en Europe, comme partout ailleurs, la régionalisation, c'est-à-dire le découpage. C'est avec cette idée qui est toujours présentée, qui était présentée notamment dès les années 90 en Russie, c'est l'idée que non, la Russie est bien trop grande, elle serait mieux gérée si elle était constituée d'États plus petits, évidemment, des États qui seraient suzerains de la puissance mondialiste, puisque finalement, comment procède le mondialisme ? Il éclate les États existants afin de constituer une marqueterie de petits États qui n'ont pas la taille nécessaire ni la démographie nécessaire pour arriver à devenir des puissances suffisamment grandes, atteindre un seuil critique. Voilà, atteindre un seuil critique qui permette de contrecarrer l'empire mondialiste. Parce qu'en fait, c'est une forme d'empire qui se répand à l'échelle mondiale. Cette guerre par proxy que mènent les États-Unis et l'OTAN contre la Russie en Ukraine a-t-elle un lien avec la réactivation du conflit israélo-palestinien ? On voit ça dans un instant après la pause. À tout de suite. On en parlait à l'instant, cette guerre israélo-palestinienne a été réactivée le 7 octobre 2023, au-delà de l'opposition entre sionistes et mouvements armés palestiniens. Vous en proposez un nouvel éclairage, un éclairage exclusif. Quelles en sont les raisons profondes de ce conflit ? En fait, j'applique sur chaque conflit régionaux un petit peu la lecture en plusieurs dimensions, et notamment on peut relier ce conflit-là justement avec les fondamentaux de la géopolitique globaliste. Comme je vous expliquais sur le cas de l'Ukraine, le but en Ukraine, c'est de freiner l'intégration eurasiatique finalement entre l'Allemagne, entre la France, l'Allemagne et la Russie. Ce qui était d'ailleurs à l'époque le projet de Chirac et du président allemand et de Poutine. Oui, on a toujours pu ressentir, nous en tant que Français, qu'il fallait pas trop aimer les Allemands, que les Russes c'était quand même d'anciens soviétiques. Enfin, on a toujours été encouragés à ne pas s'associer et ne pas avoir une espèce de camaraderie avec ces gens qui sont des Européens. Oui, voilà. Mais il y a eu une fenêtre de tir, si on veut, d'ouverture en quelque sorte, de ce qu'on certains appelaient l'axe Paris-Berlin-Moscou, et qui maintenant s'est refermé. De la même manière, et on peut voir ça de manière conjointe, on a eu aussi, c'est le moment où finalement aussi a été modifiée la politique arabe de la France, où la France, là aussi, du côté, on va dire, de puissance d'équilibre qu'elle avait, d'équilibre et même de résistance, on l'avait vu en 2003 face aux États-Unis lors de la Deuxième Guerre d'Irak, eh bien de puissance de résistance, elle est devenue maintenant puissance complètement inféodée à l'atlantisme. Et donc sur ce conflit-là, en Palestine, eh bien là aussi il s'agit, comme en Ukraine, de créer un foyer de tension dans l'intégration eurasiatique. Et là, cette fois-ci, finalement, entre la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Europe. Ce que je montre dans une étude pour le site Strategica, c'est que, si vous voulez, pendant une décennie, Israël s'était beaucoup rapproché de la Chine. C'est ce qui posait un gros problème aux États-Unis, dans la perspective des nouvelles routes de la soie. Du projet Belt and Road, qui est en gros l'axe principal de la politique du Parti communiste chinois et qui vise à réaliser l'intégration, en tout cas la coopération géoéconomique d'environ 64 pays dans le monde et principalement en Eurasie et en Afrique. Oui, d'ailleurs, la dernière réunion de ce sommet des nouvelles routes de la soie, les Belt and Road Initiative a eu lieu, c'était le 17 et 18 octobre 2023, quelques jours après l'attaque du Hamas en territoire. Si vous voulez, c'est intéressant de voir une chronologie de différents événements autour du fameux 7 octobre. C'est, je crois, à peu près un mois avant, on a Benjamin Netanyahou, qui propose un projet, qui représente, parce qu'il l'a déjà présenté à plusieurs reprises, son projet de nouveau Moyen-Orient à l'ONU.
Vous avez ensuite le G20. Oui, il présente une carte où l'État d'Israël n'existe plus, je crois. En fait, l'État n'existe pas, mais où l'autorité palestinienne n'est plus représentée. Oui, alors voilà, parce qu'en fait, finalement, il y a une forme d'intégration un peu régionale de l'autorité palestinienne avec une participation des autres puissances arabes autour. Et donc il présente ce projet. Vous avez ensuite le G20 qui a lieu en Inde, à laquelle ne sont pas présents la Russie et la Chine, où là est signé un accord majeur qui s'appelle l'IMEC, qui vise à relier l'Inde à l'Europe via le Moyen-Orient, et qui en fait se présente comme un concurrent de la Belt and Road initiative, donc des nouvelles routes de la soie. Alors là, il y a encore plusieurs lectures, parce qu'une lecture réaliste ferait dire que finalement, pour les puissances régionales, c'est pas forcément un concurrent, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite cherche par exemple à se placer à la fois comme interface des nouvelles routes de la soie et à la fois du projet par exemple IMEC, notamment avec la création de Neom, toute cette région. Oui, la cité cybernétique en fait. Que veut mettre en place Ben Salman. En fait, c'est carrément une région en fait, avec différentes villes et avec des projets les plus fous les uns que les autres, dont certains sont surtout des projets qui visent aussi à appeler des fonds extérieurs et un peu Donc ces pays du Moyen-Orient ne verraient pas d'un mauvais œil l'installation de ces projets d'un côté chinois et de l'autre côté états-unien. Et les États-Unis s'y opposent totalement à l'arrivée des Chinois. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a une concurrence du coup entre Chine et États-Unis au niveau régional. Et les Chinois qui poussent leurs projets et sont toujours dans cette idée non conflictuelle, plutôt commerciale. C'est qu'il y a quand même cette mentalité de marchand chez les Chinois, avec cette idée de réaliser des partenariats gagnant-gagnant, comme ils disent. Eh bien, donc leur but, c'est d'intégrer le plus de partenaires possible. Les Chinois se présentent comme une puissance d'équilibre, à la fois, par exemple, entre l'Iran et Israël. Donc, comme je vous disais, pendant une dizaine d'années, les investissements chinois en Israël avaient augmenté. On prend, par exemple, l'exemple du port d'Haïfa, où je crois en 2021 avait été fait des investissements massifs par les Chinois, justement dans le but de faire un terminal pour les voies géoéconomiques des nouvelles routes de la soie. Mais à partir de 2022-2023, les Américains vont pousser les Israéliens à commencer à se démarquer, je dirais, de l'axe eurasiatique en quelque sorte. C'est-à-dire, à la fois, le gouvernement Netanyahou avait une position finalement pas complètement belliciste vis-à-vis de la Russie en Ukraine. Et elle ne commencera à livrer certains systèmes d'armes qu'à partir de fin 2022 ou début 2023, si je ne me trompe. Et donc, en fait, elle va, à peu près à la même période, elle va commencer à déplacer son partenariat de la Chine vers l'Inde. Et on va voir que le port d'Haïfa va être racheté par un investisseur indien. L'Inde, rappelons là encore, puissance moyenne, puissance grandissante, qui devient une des plus grandes puissances mondiales, mais qui se place comme puissance multi-alignée. Oui, elle fait partie des BRICS, mais en même temps, elle sait, Russie-Chine, mais elle s'allie aussi avec les États-Unis. Parce qu'elle sait qu'elle est une pièce maîtresse. L'Arabie Saoudite fait de même. Toutes ces puissances, pour dire régionales, si on veut, qui deviennent de plus en plus massives. Oui, ils ne se ferment aucune opportunité. Contrairement à nous, Français et Européens, qui nous fermons complètement les opportunités en nous mettant dans le bloc atlantique. Vous évoquez un dénominateur commun entre ces conflits en Ukraine et dans la région de la Palestine, et vous dites c'est le long du Rimland eurasiatique que la plupart des guerres contemporaines se déroulent. Le Xinjiang, le Myanmar, l'Ukraine, Gaza, Karabakh, demain Taïwan. C'est quoi ce Rimland, cette espèce de ceinture ? Si vous voulez, les géopolitologues anglo-américains ont toujours présenté, donc comme je vous disais, le monde finalement comme une île mondiale entourée d'un océan global. Les puissances thalassocratiques anglo-américaines tiennent l'océan global, mais le centre de l'île mondiale, le Heartland comme ils l'appellent, donc Eurasie-Afrique. Oui, non, là vraiment le centre, c'est-à-dire constitué. D'accord, le on pourrait dire, Moyen-Orient. à l'époque, qui bouge un peu selon les intérêts
intérêts, je dirais, stratégiques. C'est montré comme une science géographique qui se veut, apartisane, mais en fait, par exemple, si on voit l'évolution du Heartland, ça change un petit peu selon les intérêts stratégiques anglo-américains. Et donc, on pourrait dire, par exemple, dans la version qu'on donnait Mackinder, dans son premier texte où il parle de cette notion, le Heartland occupait donc le centre de la masse eurasiatique est occupé principalement par la Russie, mais aussi par la Perse, donc l'actuel Iran, et par une partie de la Chine. Et donc finalement, on voit qu'on est dans la configuration actuelle où ces trois puissances sont alliées. Et on a donc le Rimland qui serait la bordure côtière pan-continentale qui borde toute l'Eurasie, tout le tour depuis la mer Baltique jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Et effectivement, tous les conflits contemporains, même les deux guerres mondiales précédentes, commencent d'abord sur des territoires du Rimland avant de s'étendre à des territoires plus vastes. Mais la partie la plus violente des conflits se déroule toujours le long de ce Rimland. Et, oui, il était question du Bagdad-Ban pendant la Première Guerre mondiale qui aurait relié Berlin au Moyen-Orient et les Anglo-Américains s'y sont opposés. S'y sont opposés parce que justement, à l'époque, pour eux, l'Allemagne était justement la puissance qui risquait de réaliser leur cauchemar stratégique qui est la liaison géoéconomique entre différents pôles de puissance eurasiatique. La version contemporaine du Bagdad-Ban, c'est le projet des nouvelles routes de la soie, qui est beaucoup plus ample de par l'évolution des techniques contemporaines. Et donc il s'agit pour les Anglo-Américains de freiner à tout prix l'avancée de ce projet-là, de ce projet de le freiner. Et pour les puissances régionales, comme je vous disais, de participer autant que possible à tous aux deux. Donc au début du conflit, je m'interrogeais même sur l'étonnante surprise stratégique qu'a constituée l'attaque du Hamas. Et je me demandais dans quelle mesure même, peut-être même que les Américains n'avaient pas mis au pied du mur finalement les Israéliens en les poussant vraiment maintenant à la confrontation, puisque bon, le Hamas n'est c'est la créature. Voilà, c'est la guerre de partisans en quelque sorte, comme dirait Carl Schmitt. Sont les partisans de puissances extérieures à Gaza qui sont qui tournent en fait, parce que par exemple le Hamas qui était au départ lié aux frères musulmans, ensuite a fait sécession, s'est scindé en plusieurs groupes, et donc les groupes les plus résistants en quelque sorte se sont réconciliés avec la Syrie et avec l'Iran. Donc avec un ennemi historique des frères musulmans. Les frères musulmans ont toujours été un outil et ont été fabriqués par les services anglais et anglo-américains. Et vous rappelez aussi que dans le déclenchement, dans la réactivation de ce conflit israélo-palestinien, qu'il y a un gisement gazier au large de la bande de Gaza. Mais si vous voulez, vous avez toutes ces réalités qui sont dans l'esprit, on pourrait dire mondialistes, doivent s'emboîter. Donc vous avez ce couloir qui partirait de l'Inde, qui irait dans les Émirats arabes unis, qui irait en Arabie saoudite, puis ensuite en Israël, et de là vers l'Europe. Voilà, donc ça c'est l'IMEC. Vous avez le projet l'IMEC, c'est le projet américain. Voilà, le projet américain, mais qui en fait, avec ses différents partenaires, donc, mais poussé évidemment par les Américains. Et vous avez le projet, donc vous avez NEOM aussi, donc c'est cette sorte de région qui se veut pilote un petit peu de ce que serait une région intelligence artificielle qui régit tout. C'est déjà en partie le cas. Enfin, vous avez déjà un côté très davocratique à Dubaï, par exemple, où tout est relié, votre identité numérique. Vous avez déjà le wallet avec l'identité numérique, l'identité fiscale, tout ça est réuni ensemble. Bon, tous les systèmes vont vers ça. Et en fait, vous avez ces différentes réalités, on pourrait dire régionales, qui ont vocation à se rejoindre en fait les unes aux autres. Et maintenant, c'est à savoir quel pôle de puissance, parce qu'en fait maintenant on est dans une nouvelle guerre froide entre États-Unis et Chine, parce qu'en fait on parle de la Russie, mais la Russie finalement, elle a nous on en parle parce que on est en Europe.
Mais finalement, le vrai conflit, à long terme, c'est le conflit États-Unis-Chine. Vous parliez d'ailleurs de Brzezinski, le conseiller américain du président Carter, qui imaginait déjà dans son ouvrage de 97, Le Grand Échiquier, une union Chine-Russie dirigée par la Chine. Oui. Oui, ils envisageaient déjà ça. Et si on va même plus loin, en 1904, Mackinder disait déjà, attention, parce qu'après l'Allemagne, après la Russie, donc ils n'avaient pas encore fini de vaincre ni l'Allemagne ni la Russie, ils savaient très bien qu'à un moment donné, ils devraient se confronter à ce qu'on appelait à l'époque les peuples jaunes. Donc ils disaient que ça sera soit la Chine, soit le Japon. À l'époque, comme c'était le Japon qui était plus puissant, ils imaginaient un Japon, ce qui a failli se produire à la Seconde Guerre mondiale, un Japon qui aurait pris la main sur les peuples asiatiques et qui aurait mené la guerre contre la guerre même géoéconomique contre les Occidentaux. Et là, c'est la Chine finalement qui peut vraiment devenir le rival stratégique. Et en fait, il y a rivalité, quand bien même il n'y aurait pas de volonté d'entrer en conflit, il y a rivalité de pôles de puissance, si vous voulez. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit l'ambiguïté du mondialisme et l'hypocrisie même du mondialisme. Je me demande même jusqu'où, par exemple, la récente démission, retrait de Klaus Schwab du forum de Davos n'est pas liée peut-être à ses positions pro-chinoises. Puisque Klaus Schwab était un globaliste pro-chinois. Il a reçu une médaille. Il a été décoré par le Parti communiste chinois. Il est vraiment dans l'idée que la Chine doit être un des pôles d'inclusion du mondialisme, alors qu'à chaque forum de Davos ou à chaque intervention, Soros, par exemple, qui lui est vraiment, si vous voulez, la face émergée vraiment de l'aile la plus liée à la City, et donc le plus lié aux intérêts de la finance qui est installée à la City et qui est installée aux États-Unis, et qui, elle, dit non, le mondialisme doit rester anglo-centré. Ouais. Anglo-américain centré, centré sur la finance, parce qu'en fait, il se heurte à un problème, c'est que que ce soit les Chinois ou les Russes, finalement, tous ces gens-là étaient prêts à participer à un nouvel ordre mondial, en quelque sorte, mais un nouvel ordre mondial qui leur profite. Et puis surtout, les Chinois restent très... Oui, on avait vu que les États-Unis avaient tenté d'intégrer la Russie à leur système, vous l'évoquiez tout à l'heure, sous Eltsine, qui était une Russie assez affaiblie à l'époque. Et puis, il y avait eu aussi l'entrée de la Chine au début du XXIe siècle, je crois que c'était en 2001, l'entrée dans l'OMC. Bien sûr. Et donc, il y a eu des tentatives américaines d'intégrer ces deux pays. Justement, c'est toujours à double face, parce qu'on peut se dire, à mesure qu'on intègre, par exemple, la Chine dans les institutions internationales, la Chine y va. Mais elle y va pour faire quoi, finalement ? Est-ce que c'est pour se laisser diluer ou bien pour employer, finalement, ces institutions dans une optique de puissance ? C'est la différence. Elle utilise l'arme. Et au cœur de la puissance, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, je dirais, la conscience identitaire. Et les mondialistes savent très bien que les Chinois, les Russes, mais encore plus les Chinois... Le confucianisme, retour... Voilà, et ont même une conscience... Malgré eux, en fait, les mondialistes, finalement, tiennent l'Occident. Ils ont dilué progressivement l'esprit de résistance occidentale, mais la Chine, c'est encore un objet plus gros encore. Et arriver à intégrer vraiment ce système-là, à devenir en fait soi-même, parce que comment on fait les élites mondialistes en Occident ? Elles ont subverti les élites occidentales. Elles se sont fait passer pour des élites occidentales. Et progressivement, elles ont transformé le système occidental. Faire la même chose en Chine est beaucoup plus difficile, de par déjà la différence ethnique. Les Chinois sont des Han et ils revendiquent et ils n'ont pas de problème avec ça. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui leur fait dire que, en fait, c'est pour ça que les Soros, les gens comme ça, ils freinent un peu des quatre pieds par rapport à un Schwab et disent non, là, on risque de se faire au fur et à mesure phagocyter par ces gens-là. Vous évoquez aussi la contestation du gouvernement Netanyahou au sein même de la société civile israélienne. Vous allez jusqu'à imaginer un changement de régime en Israël. Alors, le changement de régime, à un moment donné, on avait vraiment l'impression qu'on s'en rapprochait, de par même les déclarations américaines ou les actions israéliennes qui devenaient de plus en plus problématiques à soutenir, y compris pour les Américains. Il
finalement, on voit qu'en fait, non, la géopolitique prend toujours le dessus. Ils ont un besoin stratégique d'avoir ce régime-là en place, comme en Ukraine, finalement. Genre, c'est comme quand BHL va saluer les nazis ukrainiens. Il sait très bien qu'il a en face. C'est comme quand Soros disait en Ukraine, il y a un antisémitisme structurel, mais il vaut mieux avoir ces gens-là plutôt que la Russie. Donc, ils sont prêts à employer même leurs ennemis pour ça. Eh bien, c'est en quelque sorte la même chose en Israël. Même un régime finalement sanglant et autres, s'il n'y a pas autre chose, ils vont le soutenir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netanyahou est en quelque sorte, il est lui-même issu de la forme de droite dure, mais c'est presque du centre droit par rapport à l'échiquier israélien actuel. Parce que par exemple, son ministre de la sécurité, le ministre de la sécurité israélienne, Itamar Ben-Gvir, lui est vraiment issu de mouvements qui étaient classés comme terroristes en Israël même. Et qui maintenant donc s'occupe de la sécurité en Israël et qui en fait a participé en janvier 2024 à un colloque qui a été organisé pour le repeuplement de Gaza par les colons israéliens. Donc en fait un projet d'expulsion des Gazaouis, de relocalisation de ces populations, et puis donc de réoccupation par des colons israéliens. Et donc en fait, sinon Netanyahou est un petit peu coincé par ces gens qui l'aiguillonnent vers toujours plus, et par la gauche qui elle l'attaque en lui disant là ça va trop loin, on va perdre nos soutiens à l'international. Il y a aussi une division un petit peu qui est peut-être un peu hypocrite, mais on pourrait dire entre une certaine diaspora mondialiste américaine qui voit quand même d'un mauvais œil. En France, on a souvent eu les déclarations, par exemple, d'Attali qui attaque Netanyahou, parce qu'il voit bien que ça leur, ça les dessert. Ça les dessert en quelque sorte, parce que ça présente l'État israélien comme quelque chose de brutal, de nationaliste, et finalement eux qui sont dans l'esprit cosmopolitique, qui voudraient, comme Attali, faire de Jérusalem une espèce de nouveau Vatican cosmopolitique planétaire. Et bien là, on est face à des gens qui sont comme Itamar Ben-Gvir, clairement ethnocentré. Donc on a toutes ces frictions internes et on a aussi un exil interne. Beaucoup de gens, une grande fuite des cerveaux qui partent de gens formés qui partent d'Israël parce qu'ils se disent là ça devient trop risqué et qui retournent en Occident pour travailler. Et on a là un phénomène assez inédit, je crois cette semaine, enfin récemment, une colonie dans le nord d'Israël qui proche du Liban, qui sous les attaques répétées du Hezbollah, des missiles du Hezbollah, a commencé à signifier à l'État israélien et à Tel Aviv qu'en fait ils allaient peut-être se séparer de l'État israélien. Justement parce que eux, là il y a une dichotomie entre leur survie immédiate avec leurs voisins du Hezbollah, et puis l'État central qui continue à pousser sa guerre de peuple, je dirais, à Gaza. Donc ça irait d'ailleurs dans le sens de cette déclaration de Kissinger qui prévoyait un éclatement de l'État israélien. Oui. Aux alentours des années 2020. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais j'ai vu récemment Attali qui aime bien faire des sortes de petites interventions vidéo en ce moment et qui expliquait à quel point on avait la chance de vivre en France. Alors, c'était quelqu'un qui disait que la France est un hôtel, que toute nation est un hôtel. Maintenant, on nous explique qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Donc, peut-être que certains sentent que effectivement, c'est mal engagé. Justement, la France, terminons peut-être... notre émission là-dessus. Elle a sur son territoire les deux plus grandes communautés à la fois juives et musulmanes d'Europe. Et vous décrivez d'ailleurs une rue majoritairement dominée par des pro-palestiniens et des médias plutôt orientés vers les intérêts israéliens. Comment la communauté autochtone française va-t-elle faire face à cette forme de guerre civile mondiale ? Alors justement, cette thématique de guerre civile mondiale, à mesure qu'on a poussé l'intégration vers le cosmopolitisme, et le super-État européen est une étape du cosmopolitisme, une étape de l'État mondial, de l'autorité mondiale. Pour les globalistes, la raison des guerres, ce ne sont pas les volontés de puissance ou les intérêts
géoéconomique, c'est cette idée que finalement les États en eux-mêmes évoluent au sein de ce qu'ils appellent une anarchie internationale, et il faudrait donc une autorité mondiale supra-étatique qui viendrait en quelque sorte réaliser ce que les États ont fait à l'intérieur des nations, c'est-à-dire créer un système politique qui ferait qu'on serait tous concitoyens d'un même système planétaire dont l'unité de base serait le genre humain lui-même. Pour ma part, je pense qu'à mesure, si on développe une analyse réaliste de ce qui se passe, à mesure qu'on a poussé vers cette intégration cosmopolitique, on a déconstruit l'État-nation issu de la continuité historique, donc la France, pour notre État-nation français, et plus on déconstruit cet État, plus on déconstruit ce que Hobbes appelait le Léviathan, plus on retombe à l'état finalement de nature, c'est-à-dire à l'état de la guerre de tous contre tous. Puisque c'est ça un petit peu. Le globaliste pense que finalement l'homme est bon, comme disait Rousseau, mais partout il est dans les chaînes. Le réaliste va dire non, à l'état de nature, l'homme doit lutter pour sa survie. Donc il a besoin du politique et de l'État pour en quelque sorte se polisser, vivre dans une cité commune. On a détruit la cité commune France pour l'intégrer dans un projet fédéraliste européen qui n'a pas de limite stable, puisque forcément c'est juste une région d'un futur autorité mondiale. Et bien ça crée en retour les conditions internes à la France, à la guerre civile française, qui n'est que la version, on va dire, intra-étatique de la guerre civile mondiale. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve dans tous les courants du mondialisme, parce que finalement, vous lisez le marxisme, il fallait qu'il y ait une forme de révolution mondiale, de guerre mondiale des peuples, pour arriver à une commune universelle. On est toujours dans ces thématiques-là, et en fait, ces thématiques ont une racine, je dirais, théopolitique, c'est-à-dire théologique. C'est la question, dans tous mes livres je traite, parce qu'on retombe toujours sur cette idée-là, c'est le noyau millénariste de l'idée, des idées politiques contemporaines, et qu'on retrouve même dans des idées qui ont pu être très antagonistes entre elles. Le national-socialisme parlait de faire un règne allemand en Europe de 1000 ans. Voilà, donc c'était du millénarisme à une échelle européenne et autour d'une race élue qui aurait été les germaniques. Eh bien, le millénarisme prend toutes sortes de formes. Je vous parlais d'une ministre de Netanyahou. Eh bien, en ce moment même, en Israël, il y a des gens qui sont donc comme ce ministre, comme Itamar Ben-Gvir, partisans de la reconstruction du temple de Jérusalem, avec l'idée qu'Israël doit redevenir une forme de théocratie comme à l'époque de la Judée antique ou de l'Israël antique, et avec comme centre théopolitique le troisième temple reconstruit. Et chaque année, régulièrement, il y a des poussées religieuses de religieux orthodoxes qui vont occuper le site du temple, le fameux, dans la partie visible, le fameux mur des lamentations, dont on ne nous explique jamais pourquoi tous les chefs d'État vont toucher le mur des lamentations, mais parce qu'il est censé être le mur, pour les sionistes religieux, du temple de Jérusalem, et un jour ce temple sera reconstruit. Sauf qu'aujourd'hui, il est occupé par la mosquée. Il est occupé par la mosquée Al-Aqsa. Donc là, il y a toujours pareil, une version, on pourrait dire, globaliste, gentille, qui est de dire, on créera un lieu inclusif où il y aura la mosquée Al-Aqsa, et puis notre temple, et puis ça sera le centre mondial des religions. Puis une version... il y aura un spa aussi dans un coin. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une version plus exclusive qui est de dire... Donc ça se pourrait dire, c'est la version un petit peu noachide, en quelque sorte, où tout le monde pourra y participer, mais en suivant certaines règles. Puis la version plus radicale, qui est, non, c'est la théocratie royale, c'est pour les Israéliens, et le reste, voilà. Et donc, peu importe les conséquences. Voilà. Donc, et ça, c'est une racine millénariste. Et en fait, c'est là que, en quelque sorte, finit l'analyse réaliste du politique. Au bout d'un moment, on doit aussi inclure l'irrationalisme en géopolitique. C'est-à-dire le fait que l'être humain n'est pas un robot, n'est pas une créature juste rationnelle. Il vit animé aussi d'une idée qui le guide dans l'existence. Et donc les peuples vont redécouvrir toujours plus, en quelque sorte, leur ADN théopolitique et vont se confronter toujours plus autour de ces questions-là, sauf s'ils arrivent à un moment donné à avoir des élites un peu rationnelles qui sortent de ce complexe millénariste. Et pour finir, je dirais, le problème de la France et de l'Occident, c'est que nous avons des élites qui nous occupent et qui, elles, ont comme millénarisme le millénarisme globaliste, qui est la fin des nations
Mais cette fin des nations n'arrive pas pour l'instant. Et donc, ils tiennent l'Occident politique, un ensemble de, je ne sais pas, 1,5 milliard d'individus ou quelque chose comme ça. Et ils se confrontent aux puissances eurasiatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il sortira de cette dialectique globale? L'avenir nous le dira. C'est l'objet en tout cas de votre dernier ouvrage, Société ouverte vs Eurasie, Pierre-Antoine Plaquevent. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Je vous rappelle qu'il est toujours aussi fondamental de cliquer sur ce pouce en l'air, de nous laisser vos commentaires et de partager les entretiens de notre chaîne sur YouTube un maximum. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Cette fois, ce sera, je crois... ce sera la semaine d'après avec le retour d'Olivier Pichon, excusez-moi. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon. À bientôt. Salut.